Tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation à discuter de l'AI et chimie. Et aussi, je dois remercier François Xavier, on est collègue à Chimie ParisTech, pour l'introduction parfaite. Moi, c'est plutôt... j'ai cherché de détailler un peu les concepts qu'il a introduits François Xavier, avec des applications en chimie et notamment en chimie moléculaire. Mais mon background, je suis un chimiste théoricien ou éventuellement computationnel. Donc, si on regarde actuellement, on a environ 350 000 produits chimiques qui sont commercialisés, mais on connaît 20 millions de molécules organiques. Si on prend une seule de ces molécules, l'hexane, et on considère 150 possibles substituants à la place des hydrogènes, on arrive à 10 puissance 30 des possibles molécules qu'on peut créer. Et donc, on a naturellement un espace chimique énorme qu'on voudrait explorer de façon efficace. Et l'exploration, on la peut prendre de deux sens. C'est-à-dire, on connaît des lois, donc on peut générer l'information et dans l'information générer des data, ou vice-versa, on a des data, on cherche à générer l'information et arriver à des lois générales. Donc un processus qui est soit déductif, soit inductif. Et comme chimiste, on peut se poser des questions. Par exemple, quelles sont les structures que je veux générer qui ont pour une propriété, qui sont les molécules qui correspondent à une molécule cherchée, si je peux synthétiser, si je peux produire ces molécules, et par exemple, si je fais des réactivités, qui sont les résultats de ma réactivité. Et comme il a dit François Xavier, on se peut poser la question, c'est si l'intuition chimique, donc l'expérience qu'on a comme expérimentateur ou comme théoricien, est suffisante dans ce processus. Et on peut dire que cette intuition, quelquefois, c'est un filtre important, ça nous aide beaucoup dans notre recherche, mais est forcément limité à notre expérience. Et donc, à la base, qu'est-ce qu'on veut? On veut des relations entre structure et propriété, et cette recherche des structures et propriétés, c'est fondamental en chimie, et notamment en chimie physique. Et en effet, si on regarde un peu dans le passé, la première relation entre structure et propriété, ça date de 1868, donc c'était fait par Crum-Brown et Fraser. Et donc l'idée, c'est de lier la structure d'une série de dérivés de la strychnine à leur activité physiologique. Et naturellement, imaginez qu'il y avait une structure, n'était pas capable à l'époque de prouver cette relation entre structure et propriété. Un autre point important pour nous chimistes est la loi de Hammett, qui va lier la constante de vitesse pour des benzènes substitués par rapport à une fonction linéaire, donc une dépendance linéaire par une fonction du substituant. Ça, c'est quelque chose qu'on continue à trouver en littérature. Ça date de 1937. Et là aussi, on a par exemple la constante de proportionnalité alpha. On a des tableaux qui nous permettent de dériver la constante de vitesse en fonction du valeur alpha et du substituant, naturellement, qui fonctionne très bien pour des substitutions en méta et en para, il ne fonctionne pas pour des substituants en ortho, parce que là, il y a les mécanismes. Et donc, on voit bien comment savoir un peu les limitations qu'on peut avoir dans ce type de relations et des bases de données associées. L'autre point important, et là on commence à entrer dans le monde de l'AI, c'était le projet Dendral, qui c'est un projet des années 60. Il fait par deux scientifiques, deux computer scientists, un biologiste et un chimiste assez connu. Et l'idée de ce projet, c'est analyser avec l'aide de l'ordinateur des spectres de masse. Donc, c'est le premier projet reconnu en AI. Et l'idée, donc, c'est d'avoir remplacé le travail
du chercheur, du chimiste avec le travail de la machine, mais avec une rapidité majeure et en tout gardant l'expérience, la précision qu'on peut avoir d'un expérimentateur. Donc la philosophie arrière, c'était avoir un système expert, expert dans une demande de la connaissance, dans un cas spécifique, expert des masses bien définies. Et ça, c'est les systèmes, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de mémoire vive, 512 kilobytes de mémoire, et le coût des systèmes, c'était une location autour de $30 000 par mois. Donc là, le terme dendral, il vient d'un dendron, qui est un terme d'un mot grec. Il utilisait des patterns de fragmentation pour l'input, c'était qu'il venait de l'expérience, et il faisait des suppositions, donc des arbres de décision pour arriver à la fin à interpréter le spectre. Et une étape importante, c'était la codification de la structure moléculaire, que ça reste toujours un problème, comme expliquer à l'ordinateur la structure de nos systèmes. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle, Jean-François Xavier a déjà introduit les concepts. Les machine learning, on peut dire que c'est le domaine qui concerne les algorithmes et les méthodes qu'on utilise en intelligence artificielle, et le deep learning, c'est un subset du machine learning. Et l'AI et les méthodes associées du machine learning, on peut imaginer qu'ils sont une opportunité pour trouver de nouvelles relations qui ont jusqu'à maintenant échappé à l'intuition chimique, notre chère intuition chimique. Et donc, on va intégrer. L'idée, comme a bien souligné François Xavier, c'est intégrer les possibilités de l'intelligence artificielle comme notre expérience de chimistes pour accélérer le processus. Il y a énormément de méthodes de machine learning. On a naturellement pas le temps ni probablement la connaissance nécessaire pour tous les spécifier, mais les plus simples, ils sont des régressions linéaires, multilinéaires, de l'analyse composants principaux des arbres de décision. Et je pense que la plupart d'entre nous, chimistes, ont utilisé au moins une fois une de ces méthodes. Et on peut utiliser l'AI pour énormément de choses, par exemple pour prédire des propriétés moléculaires, pour faire du design moléculaire, drug discovery, pour mettre à point de nouveaux médicaments, pour prédire les produits ou faire de la rétrosynthèse. Je vais donner... Et l'intérêt, on le voit bien en littérature, si on regarde sur les dernières années, le nombre de publications qui associent les mots chimie au mot machine learning, intelligence artificielle ou deep learning, voilà, il a augmenté rapidement sur les dernières années. Ça concerne tous les domaines de la chimie, beaucoup de chimie analytique, chimie physique, un peu moins de chimie organique, et des systèmes qui vont des petites molécules à des alliages ou des polymères, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en chimie moléculaire? On peut prédire des propriétés, on peut faire du design moléculaire, prédire les produits d'une synthèse ou faire de la rétrosynthèse. On va dire rapidement quelques exemples. Propriétés moléculaires, bon, ce n'est pas nécessaire. On peut faire des propriétés thermodynamiques, en général des propriétés physico-chimiques, des pH, des coefficients de partition, des spectroscopies infrarouges UV, des propriétés liées au risque, toxicité, et des propriétés de type biologique bien spécifiques, comme des concentrations dans les corps humains. Je ne parlais pas beaucoup de ça, Qu'est-ce qui est intéressant, c'est aussi les drug discovery, c'est quelque chose qui s'est fait depuis des années. Et on peut faire
donc des drug discovery, par exemple des antibiotiques, en utilisant des méthodes de machine learning. Donc on a des descripteurs qui représentent notre information chimique de la molécule, et ça c'est la première difficulté, trouver les descripteurs qui sont plus adaptés pour la propriété qu'on cherche, les molécules, et qu'après on va utiliser dans la méthode de machine learning pour prédire des activités. On peut faire les mêmes avec d'autres méthodes, par exemple des réseaux de neurones, et passant avec une représentation codifiée de la molécule. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait un certain bruit dans les milieux, c'est la découverte d'un antibiotique complètement d'un scratch, de zéro. Et là, l'intérêt qu'ils ont entraîné les méthodes de machine learning à partir d'une propriété spécifique, que c'était l'inhibition de la croissance des Escherichia coli. Donc, il était entraîné sur un certain nombre de molécules. Après, on a fait le screening. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est cette molécule-là qu'ils ont appelée allicine, en honneur de HAL, que c'était l'ordinateur dans l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur intelligent. Et qu'est-ce qui était intéressant, donc, qu'il n'y avait aucune assumption dans leur approche sur comment les médicaments fonctionnent et l'attribution des groupements chimiques. Et donc, ils ont trouvé une structure qui est différente par rapport aux antibiotiques traditionnels. C'est une molécule qui, a priori, fonctionne bien pour différentes bactéries. Et c'est une sorte de... les mécanismes, il semble qu'ils soient complètement différents par rapport aux autres. Donc, il va quelque chose qui... C'est une molécule qui va agir sur la pompe à protons, sur les flux de protons à travers une membrane cellulaire. Et donc, on voit bien qu'il a une sorte de rupture. Hein, l'intelligence artificielle comme instrument de rupture par rapport à l'expérience, à l'intuition chimique qu'on a. Okay? Et donc, on a permis d'expandre l'espace chimique. Donc, il y a des considérations intéressantes dans l'article sur les limites du modèle, le fait qu'il faut définir un peu la propriété qu'on veut chercher et la qualité, comme il a dit Jean-François Xavier, que c'est très important, du set sur lequel on va entraîner notre méthode. On peut faire donc aussi de la synthèse et de la rétrosynthèse. On a des outils qui sont mis à point, par exemple, dans l'MIT, hein, toujours des méthodes de machine learning. Donc, on part des réactifs qu'on doit codifier en termes de graphes moléculaires. On va associer une propriété avec des leçons de neurones et ça nous permet de faire le screening. Des screenings avec des bons résultats, hein, des résultats pour une large classe de réactions, hein, des réactions organomagnétiques, des organisations, etc. Ça change un peu avec la classe, hein, très précise sur les couplages de Suzuki, moins sur l'édition de Grignard, mais quand même, ils sont très puissants comme instruments. On peut faire des prédictions de radiosélectivité, et là, on va intégrer, par exemple, des méthodes de machine learning avec des méthodes de chimie computationnelle plus traditionnelles, comme les méthodes qui sont basées sur la théorie de la fonction de densité, donc sur les propriétés de la structure électronique. Et là, sur la radiosélectivité, on a des prédictions qui sont précises, autour de 90%. Bon, et là, on a des petites différences entre les modèles, on peut sauter. Les méthodes ces méthodes de machine learning à différents niveaux, ils ont dépassé aussi les contextes académiques, mais aussi les contextes industriels, pour arriver à un niveau de la réglementation européenne. Et si on prend par exemple la réglementation REACH, hein, à l'intérieur de REACH, on a la promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation, et notamment l'expérimentation animale. Et ça, c'est l'idée, c'est de mettre sur le même niveau des méthodes
les résultats expérimentaux avec des méthodes théoriques comme les méthodes QSR, donc où on a des relations entre activité et structure. Pardonnez-moi. Des méthodes SAR qui sont choisies avec des critères, donc qui sont des critères scientifiques, avec une demande d'applicabilité définie et aussi avec des robustes, voilà, avec des endpoints définis. Et c'est intéressant de remarquer que les critères scientifiques ont été définis par l'OSD il y a des années. Donc ces méthodes doivent avoir une propriété, une endpoint bien définie, un algorithme clair, une domaine d'applicabilité bien définie et doit être des méthodes robustes. C'est aussi intéressant, le 5e point, une interprétation microscopique. Okay, donc, et là, pour moi, c'est intéressant parce que donc, vous trouvez ça, par exemple, on a un outil que c'est la QSR Toolbox qui est financé par l'OCDE et l'ECA. Donc, on voit un peu une compilation de ces méthodes. Sont intéressants, ce 5e point, ça fait le lien avec l'approche un peu traditionnelle, plus traditionnelle de la chimie computationnelle. Donc la chimie computationnelle, qui est une discipline de la chimie et qui utilise les méthodes qui sont développées dans la chimie théorique. Et on peut imaginer qu'il y a 3 liens entre ces méthodes d'intelligence artificielle et la chimie théorique et computationnelle. Donc on peut donner des informations sur les mécanismes qui sont sous-jacents à des relations qu'on trouve à niveau de l'intelligence artificielle, comme on l'a montré dans le cas de l'OCDE. On peut alimenter l'intelligence artificielle à travers des bases de données ou des descripteurs. Et on peut même utiliser l'intelligence artificielle pour des nouvelles méthodes de chimie théorique. Donc, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques années. Vous avez des propriétés macroscopiques qui sont importantes dans le cas des riches, qui sont les propriétés explosives. Par exemple, pour des composés nitrés, on peut utiliser des relations simples linéaires. Et comme dans le cas des lois de Hammett, ils sont valables pour des substitutions méta et par du cycle du benzène. Mais en ortho, on n'a pas la même précision. Pourquoi? Parce que le mécanisme est différent. Et donc, vous voyez bien qu'une analyse avec des outils de la chimie computationnelle du mécanisme nous permet de comprendre les relations qu'on trouve avec des méthodes d'intelligence artificielle. Là, c'est notre exemple. On a, par exemple, un médicament. Et à partir d'une série de médicaments, on peut prédire de l'activité, mais on peut faire une analyse des interactions microscopiques pour comprendre les mécanismes et naturellement aider à la définition de nouveaux médicaments. Autrement, on peut créer des bases de données qui, à partir des calculs des chimies théoriques et chimie quantique, avec des descripteurs qui sont complètement théoriques liés à la structure électronique. Et naturellement, c'est la rapidité, l'homogénéité de la base de données, ça sera un intérêt principal, mais la limite de ces méthodes, c'est les problèmes qui sont liés à si on peut synthétiser, qu'est-ce qu'on trouve? Il faudrait introduire, et ça c'est quelque chose qui n'est pas évident, les critères de synthétisabilité, on peut synthétiser les systèmes qu'on va prédire. Donc je pense que j'ai bien dépassé mon temps. On peut utiliser les méthodes de chimie théorique, ça va? OK. Là, je me suis fait plaisir, c'est un peu de chimie quantique, mais assez rapidement. La méthode qui a été citée par moi, l'orateur précédent, que c'est la théorie de la fonctionnalité, on cherche des chimies, c'est la méthode un peu actuellement la plus utilisée en chimie théorique. Donc, on cherche de lier les propriétés des molécules à leur structure électronique. Par exemple, l'énergie devient une fonction de la densité électronique. Ça, c'est des méthodes qui ont été
introduit par Konicham il y a quelques années. Et dans cette recherche, c'est une recherche mainstream, on voit bien par le nombre d'articles qui est publié, il nous manque un petit morceau pour avoir l'énergie exacte de mon système, avoir la relation exacte entre l'énergie et d'autres propriétés et la densité électronique. Il manque un petit morceau qu'on ne connaît pas, donc on doit approcher avec des méthodes. Et là, on peut imaginer d'utiliser l'intelligence artificielle pour intégrer la connaissance même à niveau de la modélisation. Et si vous regardez, par exemple, le nombre d'articles qui sont publiés où on a les termes fonctionnel de la densité, théorie de la fonctionnalité et machine learning, il grandit rapidement. Et là, qu'est-ce qui était fait? Ça, c'était un travail qui était fait par des personnes de DeepMind, qui est une société de Google, l'Université de Madrid et le Max Planck Institute. Et l'idée, c'est de définir les petits morceaux d'énergie qui nous manquent au niveau de la théorie de la fonctionnalité et en utilisant des approches d'intelligence artificielle. Naturellement, il y a des règles sur lesquelles nous avons entraîné les systèmes en utilisant d'autres densités calculées à DFT, mais aussi des constants, un peu des constants théoriques exacts. Ils sont arrivés avec leur modèle. Là, c'est un graphique qu'on a bien montré entre théoriciens. Vous avez l'erreur en termes sur l'énergie, en termes de kilocalories par mol. Et en gris, vous avez des méthodes entre guillemets traditionnelles. Et en violet, c'est des méthodes qu'on appelle DeepMind 21. C'est la méthode produite avec cette approche d'intelligence artificielle. On voit bien donc qu'on a un joli complément entre la modélisation un peu traditionnelle et cette approche d'intelligence artificielle. Ça, c'était l'article qui a été publié sous Science il y a 2 années. Est-ce que ça marche tous les temps? Ça, c'est un petit système qui a été publié l'année dernière, pardonnez-moi. C'est des agrégats des molécules d'eau plus ou moins protonées. Vous avez ici en bleu l'erreur sur l'énergie d'interaction des molécules dans ces petits agrégats. En bleu, c'est pour les méthodes DeepMind 21, donc les méthodes d'intelligence artificielle, et en rouge et vert, des méthodes plus traditionnelles qui sont faites à partir de l'intuition chimique. Donc, il y a un peu de travail à faire, mais ils sont absolument compétitifs. Donc, des méthodes appropriées, dans le sens bien créées, bien pensées, des intelligences artificielles, ils sont une belle opportunité, mais même un défi en chimie. Ça nous permet d'accélérer les processus de recherche, d'explorer des nouvelles voies. Et moi, je pense qu'ils sont assez complémentaires à d'autres types d'approches in silico plus traditionnelles, comme j'ai montré. Et en même temps, il ne faut pas oublier que ces méthodes d'intelligence artificielle, ils demandent des compétences qui sont bien spécifiques. Donc, je termine avec cette transparence. Je vous remercie pour votre attention.